L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler des chatouilles qui ne prêtent pas vraiment à rire, du vote des budgets participatifs et des championnats du monde des arts du spectacle qui ont souri à un Isérois. Et pour parler de ces sujets, je reçois Pascal Clouer, l'adjoint à la mairie de Grenoble en charge de la démocratie locale et de l'économie de proximité. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, c'est cet Isérois qui sourit, qu'on connaît bien sur le plateau de Si on parlait, Kevin Micou. Bonjour Kevin. Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Un magicien, mentaliste qui a fait une belle moisson de médailles cet été à Hollywood. Et puis en face de vous, Andrea Bescon et Éric Métayer. Bonjour à tous. Bonjour Thibaut. Vous êtes les réalisateurs du film Les Chatouilles qui sortira en salle le 14 novembre, mais qui a été présenté en avant-première hier soir au public grenoblois, au cinéma Le Club. Comment ça s'est passé cette projection en public? Très bien, c'est très riche, c'est toujours très riche, parce qu'on fait toujours un débat après les avant-premières, donc on reçoit beaucoup de témoignages et de... C'est un mélange de plein de réactions. Ouais. C'est-à-dire, on a des gens qui sont très en plein de vie et plein de « Oh là là, ça fait du bien de voir ça, que vous parliez de ça. Hein » et puis d'autres qui sont plus dans l'émotion forte et qui vont nous parler, mais 10 minutes ou un quart d'heure après. C'est vraiment, il y a plein de choses. C'est de la vie. C'est comme le film, c'est de la vie. Alors, Les Chatouilles, à l'origine, c'est un livre, puis une pièce de théâtre que vous avez jouée seule en scène, Andrea, pour raconter votre histoire, celle d'un enfant qui a subi des violences sexuelles. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis, je l'ai écrit. Eric et moi, on en a fait un spectacle. Eric l'a mis en scène. J'ai joué et je faisais tous les personnages. Et on a rencontré des producteurs un peu fous et très ambitieux artistiquement qui nous ont demandé d'en faire un film. Alors voilà, la pièce, effectivement, il y a une vingtaine de personnages que vous incarnez. Vous êtes à la base une danseuse de formation. On le sent d'ailleurs dans les images qu'on voit. C'est pas toujours évident d'adapter une pièce de théâtre au cinéma. Non, mais la grande peur qu'on avait, c'était que d'arriver à rendre l'imaginaire qu'il y a, quand on voit Andrea toute seule, d'arriver à rendre quand même cet imaginaire, cette folie, puis surtout l'humour. Parce que c'est vrai que dès qu'on a une petite fille de 9 ans réelle sur une image, l'humour disparaît un petit peu au départ. Mais on a des acteurs entre Karine Viard, Clovis Cornillac et Pierre Deladonchamp, pour citer les principaux. Et c'est vraiment des gens qui ont plein d'humour et ils arrivaient à donner cette humanité, qu'on ne soit pas à la tête sous l'eau pendant 1h40. Alors c'est votre premier film en tant que réalisateur, même en tant qu'actrice. Andrea, vous avez beaucoup fait de scènes, mais dans le domaine de la danse. Et pour cette première réalisation, vous avez eu le privilège de monter les célèbres marches du Festival de Cannes. Ouais. On vous voit là en photo avec une partie de l'équipe du film. C'est quand même pas donné à tout le monde d'aller à Cannes pour son premier film. C'était évidemment absolument magique. Quand on avait terminé le film 2 semaines auparavant, donc on était encore dans le tourbillon de l'objet et on apprend cette sélection au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. C'est évidemment absolument merveilleux de pouvoir être là-bas et d'avoir cette projection et que ce soit de manière internationale surtout, parce que du coup, depuis, on va dans des festivals internationaux un peu partout et c'est quand même assez dingue. Ouais. Comme première projection publique, se retrouver là-bas, c'était quand même il y a un choc. Je veux dire, on aurait préféré, franchement, chez à Grenoble, tranquille, vous voyez, tester avant dans des petites salles. Vous voyez, plus sympa, où c'est des gens, voilà. Là, il y a vraiment, c'est un peu plus compliqué. Ça s'est très bien passé. On a été il y a un très bel accueil. Oui, on a eu 20 minutes de standing ovation, donc on était contents. Mais sur le coup, juste avant, vous voyez, vous êtes dans le fond du fauteuil, vous dites, je peux me rabaisser, et vous cherchez le truc de sortie en vous disant, au cas où, c'est par là-bas. D'ailleurs, on va regarder un petit extrait de la bande-annonce pour se plonger un petit peu dans l'univers de ce film. Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile. Ma petite Odette, je t'aime, ma chérie. C'est incroyable ce Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient le chercher. Gilbert! C'est Gilbert. Ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Hein. Vos parents ont jamais eu de doute. Ah non, on se méfie pas de ses proches, docteur, on leur fait confiance. Moi, je parle pas beaucoup, vous savez. Je danse. Comment tu t'appelles, toi? Odette. T'as pas respecté ta mère, toi, merde. Manu, c'est mon meilleur ami. Mais c'est quoi ton délire avec la psy, là? Il est déjà 18h05. Ok, il y a un obèse qui s'impatiente. Il n'y a pas de petite douleur, Odette. Je déconne. Puis, face à l'amour, vous vous figez. J'avais pas raconté à l'homme que j'aime les viols que j'ai subis quand j'étais môme.
Quand on aime, on est capable d'entendre ce genre de choses. Non, non, c'est un conte de fées, ça. Oui, c'est loin d'être un conte de fées, hein, l'histoire que vous racontez dans ce film. On n'est pas sur un pédophile caricatural comme Marc Dutroux, par exemple, pervers, monstrueux, etc. Là, c'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est ça qui comme à peut faire peur. 90% des cas. Hein. Ouais. C'est surtout des gens qui sont très insérés dans la société, qui fonctionnent bien, hein, qui ont un métier, une famille, qui sont plutôt brillants. Voilà, c'est vrai que la caricature du pédophile, comme vous dites, libidineux et tout, c'est quand même relativement rare. Souvent dans le cercle intrafamilial d'ailleurs que ça se passe. Donc, faut pas tomber dans les névroses et la parano. Hein, mais effectivement, c'est ça aussi qu'on voulait mettre en avant. C'est Monsieur Tout-le-Monde et Madame Tout-le-Monde. Hein. Et Madame Tout-le-Monde. Les personnages sont tous attachants, même ceux qu'on a envie éventuellement de baffer au milieu du film, comme la maman d'Odette, voilà, incarnée par Karine Viard, qui, elle, a plus peur de ce qu'on va en dire que des souffrances de sa fille. Oui, mais Karine, elle est arrivée à amener une humanité quand même, et puis on sent un petit peu ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, elle nous a fait rire parce que hier, le spectacle était projeté aussi au Festival de Namur parce qu'on était sélectionnés, et elle est rentrée dans la salle en disant « Oui, c'est ça, applaudissez-moi tout de suite parce que je pense qu'après le film, vous n'auriez pas envie. » Donc, c'est un personnage qui est... C'est un personnage de vie, c'est-à-dire qu'elle est avec ses souffrances, ses ruptures, elle n'a pas vu, et c'est ça qui fait la chose terrifiante dans ce genre de cas, c'est qu'il y a une fermeture parce qu'on souffre plus de ne pas avoir vu que de ne pas avoir fait quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très intéressant en débat au club hier, qui disait, mais en fait, ça pourrait être moi, ça pourrait être la personne à côté, c'est juste qu'on peut basculer dans un déni, dans une fermeture, parce que c'est trop compliqué d'accepter qu'on a une culpabilité, qu'on a une colère, et on peut fermer les portes. Et c'est encore une fois, Madame Tout-le-Monde aussi. Tout le monde est un peu... on a parlé de gens qu'on connaît dans cette société. Il n'y a rien d'exceptionnel dans les personnages. On peut très vite s'identifier à ces familles, à ce mode de vie, Exactement. Du quotidien. C'est d'ailleurs, je pense aussi la force du film, c'est qu'on ne peut pas sortir indifférent d'une projection comme ça. Moi, j'étais père de famille, je me suis tout de suite projeté dans l'environnement de mes enfants, qui ont à peu près l'âge d'Odette sur le film. Et vous avez réussi aussi la performance, alors que le sujet de la pédophilie n'est quand même pas un sujet facile à aborder, à faire un film léger, où on rigole, hein. Il y a des moments où on se laisse prendre par presque de la comédie, même si ce n'est pas le fil continu du film. Ça, c'était volontaire C'était fondamental. Oui, on voulait absolument garder l'humour, la poésie, l'onirisme et la fraîcheur, en fait, et surtout la vitalité, parce que c'est quelqu'un qui se bat avec ses petits poings et qui arrive, j'aime pas trop cette phrase, mais qui arrive à s'en sortir, même si elle est imprégnée pour toujours, hein, de ce traumatisme. Mais ça parle surtout de quelqu'un d'ultra vivant. Et puis en plus, c'est comme ça dans la vie. Je veux dire, vous vous retrouvez dans un hôpital et vous êtes en train de vivre un moment tragique. Il y a toujours cette petite chose qui fait que, je sais pas, avoir un petit élément qui va faire rire dans la chambre et ça va. Il y a un moment de respiration. Il peut être très très court ou un peu plus long, mais on voulait donner ça. On voulait surtout pas que les gens se disent, bah, sa vie, c'est un plongeon pendant 1h40, ce qui en plus n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible. Donc on avait envie de ces tout petits moments de clarté. Et c'est vrai que c'est ça qui fait aussi peut-être l'engouement pour le film, c'est que les gens, quand ils sortent, ils respirent. Ça parle d'amour aussi. Alors souvent les gens nous disent, quand on sort, quand on a des enfants, ils nous font, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer dans la chambre, les prendre dans les bras et leur faire « qu'est-ce que je t'aime ?» Je confirme, moi j'ai eu à peu près la même réaction. Vous parliez des difficultés à libérer la parole dans les affaires de pédophiles. C'est d'ailleurs très bien retranscrit dans le film. Regardez cette deuxième partie de la bande-annonce. Il est salvateur de parler de ce qui vous est arrivé. On croyait que j'allais détruire la vie de mes parents, alors que Miguel, c'est le meilleur ami de la famille. Et ok, quand t'étais petite, tu t'es prise une pioque là, mais regarde, ça t'a mis la rage. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Je sais ce que j'ai subi. Et aujourd'hui, je veux que ça sorte. Tu sais, moi, ma vie, elle est derrière moi maintenant. Mais toi, c'est devant. Toi, c'est uniquement devant.
André, il y a beaucoup de séances chez le psy dans le film. Le fait de raconter votre histoire au cinéma pour un public très large, c'est aussi une forme de thérapie? Alors, j'en étais plus là au moment du tournage. Même au moment de l'écriture, c'est quelque chose... Par le spectacle, je dirais que le spectacle, oui, a contribué parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient vécu la même chose que moi, qui me disaient, mais tout ce que vous faites là sur scène, en fait, je l'ai vécu de la même manière. Et moi, ça a comblé une énorme solitude, vraiment un vide abyssal. Et quand on a écrit le film... j'allais déjà beaucoup mieux. J'allais effectivement voir un thérapeute qui m'a beaucoup aidée. Et du coup, on a créé une réelle distance avec ma vie. C'est-à-dire, le personnage s'appelle Odette, les parents on n'a pas le même schéma familial que moi j'ai connu. Il y a beaucoup de choses qu'on a... Il y a un journaliste hier, grenoblois, qui me disait, oui, c'est une autofiction. C'est vrai, c'est un peu ça. C'est-à-dire que... Ils sont forts à Grenoble. Ah bah, ils ont du vocabulaire. Autofiction, maintenant on va le ressortir. Ils ont du vocabulaire. Ça va nous servir. Non, mais c'est vrai, je dirais pas que pour moi c'était quelque chose d'ultra salvateur. On l'a abordé comme une œuvre artistique, un film de cinéma. Et bien sûr, je suis extrêmement touchée quand je vois plein de gens qui me disent... Là, je voyais un témoignage sur Facebook qui me disait... C'est un monsieur qui me disait « Vous êtes comme ma petite maman. Vous m'avez aidé à... J'ai vu le spectacle plusieurs fois, j'ai vu le film hier. Et aujourd'hui, je sors la tête de l'eau parce qu'il y a de l'espoir. Et ça fait du bien. Ça fait plusieurs fois là, qu'on fait des avant-premières et il y a un truc qui me touche à chaque fois, hier encore, c'est que quelqu'un est venu, une victime nous a dit, c'est à la fin les gens applaudissent, se lèvent, applaudissent et moi j'ai applaudi le film, pareil, puis d'un coup j'ai fait ah mais c'est pas que le film que les gens applaudissent, c'est moi. Et j'ai applaudi pour moi. Et à un moment donné, j'ai applaudi pour moi parce que je suis là et que je ne suis pas... je suis vivant. Je ne suis pas la victime qui va s'enterrer. Et si le film leur permet de lever la tête et de se lever dans le public en disant « Je suis là, je suis présent et je me bats pour essayer d'en sortir », c'est pas facile. Et puis des fois, on n'y arrive pas ou on y arrive. On n'est pas là pour le juger. Mais si c'est pour amener à ça, moi, je suis ravi. Oui, évidemment. Vous l'avez co-réalisé à deux, co-écrit à deux. Vous êtes en couple dans la vie. C'est facile de travailler en couple du matin au soir? Après, on est très fusionnel. C'est bon. Non, vous étiez en phase sur toutes les... Non, mais toutes les choses. On préparait énormément le film en amont. Donc, de toute façon, s'il y avait un désaccord, il se faisait ou à la maison ou il se faisait avant le tournage. Il n'y a plus de vaisselle. Mais voilà, il n'y a plus rien. Parce qu'on a mis des matelas un peu partout. Et on a acheté des gros trucs de sumo. Puis on disait, on va travailler sur le film maintenant. Non, mais on a beaucoup travaillé en ping-pong sur l'écriture. On prenait chacun une séquence. Tiens, j'ai envie de faire la séquence du père. Tiens, moi, j'ai envie de faire la séquence de la révélation. Et puis, on écrivait comme ça en ping-pong. Et on se renvoyait les scènes. On se renvoyait les séquences par mail dans la même maison. C'est quand même un peu étonnant, mais c'était comme ça. Et par contre, sur la réalisation, en effet, comme dit Eric, on a énormément travaillé en amont. En plus, c'est notre premier film, donc on voulait. Puis en plus, quand vous avez un casting comme ça, il y a des beaux acteurs. Si vous arrivez sur le plateau, il vaut mieux savoir ce que vous allez faire. Sûr, évidemment, c'était. Et puis parce que la rigueur, c'est aussi notre façon de travailler. Et moi, je crois au talent, mais je crois surtout au travail et à la rigueur. Donc, on a bossé. Et ben ça se voit, le résultat est réussi. Au-delà même de l'histoire, il y a plein de trouvailles de mise en scène. Vous jouez avec les temporalités de façon assez étonnante. Ça sort le 14 novembre en salle, ici à Grenoble et un peu partout en France. Donc si vous avez envie de voir un film qui vous laissera pas indifférent, c'est Les Chatouilles, au club notamment. Au club, ils ont refait toutes les salles, c'est magnifique. Oui, mais le club est bien. Il y a une ambiance particulière au club. Merci en tout cas Merci à vous, d'être venu nous présenter en avant-première ce film. On va rebondir sur une actualité plus proche, puisqu'elle est en train de se dérouler en ce moment à Grenoble. Le vote des budgets participatifs, Pascal Clouer, vous supervisez cette opération en tant qu'adjoint à la démocratie locale. Le principe des budgets, les habitués de cette émission les connaissent bien, puisqu'on est partenaire depuis plusieurs années, c'est d'offrir aux habitants de Grenoble une somme d'argent conséquente, 800 000 €, pour réaliser leurs idées. 800 000 € qui sont consacrés en investissement à la réalisation des idées. Les Grenoblois, au printemps, proposent des idées. Nous avons encore reçu cette année une centaine d'idées. Au total, depuis le démarrage des budgets participatifs, c'est plus de 600 idées qui ont été proposées. Un forum des idées où chacun vient exposer à l'ensemble des Grenoblois ses idées. On a eu plus de 1000 personnes cette année. Une première sélection. Et puis on arrive aujourd'hui à la semaine de vote avec 23 projets qui sont proposés aux Grenoblois pour qu'ils puissent participer et puis donner leur avis pour des projets qui seront réalisés juste l'année d'après, de manière à minimiser le délai entre le choix
et la réalisation des projets. Alors, on peut voter jusqu'à samedi dans les maisons des habitants, la mairie, dans des urnes comme on a l'habitude de les utiliser pour les élections politiques. Et cette année, vous aviez également ouvert le vote sur Internet. Alors, on a ouvert le vote sur Internet de manière beaucoup plus simple que les autres années, avec la possibilité de voter avec son smartphone de manière extrêmement rapide. Et puis, on a aussi une autre nouveauté, c'est qu'on a un triporteur avec une urne intégré au triporteur et qui se trimballe dans tout Grenoble, qui se balade pour que les gens puissent voter. Donc on va vers les gens pour les inciter à voter, à connaître les budgets participatifs et à participer activement à la vie de leur cité, c'est-à-dire soit en donnant un avis, soit en proposant un projet. Quand on connaît aujourd'hui les taux d'abstention et puis la défiance qu'il y a entre le politique et les citoyens, il nous paraît essentiel ici à Grenoble de recoudre, de tisser du lien entre les gens. Et c'est une politique publique qui a pour objectif de donner du pouvoir d'agir aux personnes en leur disant « choisissez et prenez en main l'avenir de votre ville ». Il y avait eu un peu plus de 3000 votants l'an dernier. Vous en espérez combien On en espère cette année ? évidemment plus cette année, 3500 votants l'an dernier. Et on en espère évidemment beaucoup plus cette année. On a souhaité que... Et d'ailleurs, les budgets participatifs commencent à marcher de mieux en mieux. Les anciens qui votaient... C'est rentré un peu dans les mœurs aussi. Oui, aussi, c'est rentré. Et puis aussi, les porteurs font campagne. Aujourd'hui, ceux qui portent des projets font campagne, vont dans la ville, incitent leur réseau à voter pour eux. C'est un acte citoyen qui engage bien souvent au-delà du projet qu'on porte, parce qu'on fait ça pour développer la ville. On a beaucoup de projets qui sont aujourd'hui sortis de terre, des projets extrêmement intéressants. On en voit quelques-uns là. C'est un acte de résilience, un petit peu comme le... je ne veux pas tisser une métaphore qui serait trop décalée, mais j'ai lu tout à l'heure la Télérama là, pour votre film, un film de résilience exceptionnelle. C'est un petit peu la même chose. On rentre dans un schéma aujourd'hui avec le changement climatique, avec les défis qui nous sont devant nous, dans des actions qui sont des actions de résilience que nous souhaitons le plus joyeux possible, mais qui prennent en compte la responsabilité qui est la nôtre face aux défis qui sont devant nous. Alors, vous voyez le poulailler pédagogique qui est issu de ces budgets participatifs. On a vu une aire de jeu pour enfants, un théâtre de verdure ou encore ces murs végétaux dans les écoles de Grenoble. Vous parliez de ces candidats qui font campagne. Tous les jours, on leur donne la parole dans cette émission. Donc, on ne va pas déroger à la règle. Je vous propose deux exemples. Il y a deux catégories, plus de 200 000 euros ou moins de 200 000 euros. Elles sont incarnées par ces deux porteurs de projets. Alors, nous, l'idée, c'est de créer un café associatif et culturel à la Bifurque, donc à la fois pour faire vivre le bâtiment et le quartier Flaubert qui est en plein essor, où toutes les activités seront mélangées, qui sera ouvert sur l'extérieur et où chacun pourra venir s'amuser, boire un jus et profiter des produits locaux que nous offre la région. Voilà, c'est ça. Donc, un point sur lequel on veut bien insister et qui est un petit peu le cœur du projet et qui fait un peu la spécificité du projet, c'est que c'est un endroit qui est ouvert avant tout à l'extérieur et aux habitants de Grenoble ou d'ailleurs, pour qu'ils organisent leurs projets, pour qu'ils développent leurs projets, donc que ce soit débat, atelier, voilà, enfin organiser un concert, une expo, voilà. Bonjour, voici Hicham, je m'appelle Antoine, on est étudiant en sciences humaines appliquées à l'université de Grenoble. Et l'idée qu'on propose, ça s'appelle les cool roofs, donc littéralement en traduction toit frais. Donc on propose de peindre des toits en blanc avec une peinture qui réfléchit les rayons du soleil entre 90 et 95% pour lutter contre la chaleur en ville, mais également contre le réchauffement climatique. Donc c'est une solution ce qu'on appelle passive, c'est-à-dire que plutôt que d'installer la climatisation, on va installer une solution qui derrière ne consomme pas d'énergie. Cette idée, elle a été développée depuis très longtemps par les Grecs. Elle est également présente à l'étranger, Australie, Allemagne, plus récemment à New York, où les citoyens ont peint de manière participative 630 000 m² de toit, en évitant 2700 tonnes d'équivalent CO2, et le tout subventionné par la ville de New York. Voilà, on compare souvent en ce moment Grenoble à Chicago. Il y aura peut-être l'occasion de comparer Grenoble à New York si ce projet voit le jour. Rappelez-vous qu'à Chicago, il y a eu Barack Obama quand même aussi. C'est vrai. Donc tissons la comparaison jusqu'au bout. Non, moi je voulais simplement dire que je suis extrêmement fier des Grenoblois, extrêmement fier de toutes les idées qu'ils proposent dans leur ville. Ce qui se passe avec les budgets participatifs est très réjouissant. Bon, vous pouvez retrouver tous les budgets en replay sur le site de Télé Grenoble. Combien vont être choisis à l'issue de cette semaine de vote ? Alors, entre 6, 7, 8 projets, on s'arrête à 800 000 euros et on aura les résultats samedi en fin de journée, je pense aux alentours de 20h. Très bien. On va repartir dans le monde du cinéma. En tout cas, on va aller à Hollywood. Et oui, forcément, avec Kevin Mikou, que les Américains appellent plutôt comme ça.
All the way from France, ladies and gentlemen, Kevin McLeod. Bon, Kevin Michaud, enfin, je sais pas le faire. McLeod. Alors en fait, ils ne prononcent pas le i, qui n'a pas d'importance pour eux, et le OU que se prononce comme dans out, comme dans tous ces mots-là. Donc ça donne McLeod. McLeod. Bon. McLeod, ça sent le sang. Je vais le garder, mais les Grenoblois, ils font pas l'effort, c'est incroyable. Il faut en tenir compte, Thibaut, maintenant. Et qu'est-ce que Kevin McLeod faisait à Hollywood cet été? Il est parti représenter comme la France. Exactement. La France. La France au championnat du monde à Hollywood. Donc je suis resté effectivement 18 jours là-bas pour représenter nos couleurs et tenter de ramener, si possible, un prix. Bon, alors si possible, il est là le prix, on l'a mis en devanture à côté de l'affiche des chatouilles. C'est un show, mais c'est aussi une compétition. Alors c'est avant tout une compétition. Là, la finale est un show télévisé, ça devient une émission sur la finale, mais c'est avant tout un concours. Il y a 1250 candidats qui viennent de 67 pays, plus l'entourage, donc c'est 2000 personnes galvanisées dans un grand hôtel qui est un peu un petit village. Il y a des boutiques, des restaurants dans l'hôtel. On est tous pendant quasi 14 jours tous les uns les autres à côté, on porte tous les couleurs de nos pays. Donc c'est effectivement des compétitions avec toutes les étapes qui nous mènent, dans le meilleur des cas, jusqu'au bout. Bon, vous êtes allé au bout, vous avez remporté le titre dans la catégorie mentaliste. Exact. Dans la catégorie variété, pour être plus précis, effectivement, je me suis présenté avec 3 numéros de mentaliste, puisqu'on arrive dans 3 catégories. Alors, pour rentrer dans les détails, une catégorie moins de 3 accessoires, une catégorie plus de 3 accessoires, une catégorie open. Dans mon cas, c'est les 3 catégories que j'ai présentées, avec des numéros de mentaliste systématiquement. J'ai pas fait de magie, pas de magie digitale. Je me suis vraiment concentré sur des numéros de mentalisme. Et effectivement, comme tu le soulignais, ça a plutôt bien marché. On voit là d'ailleurs le numéro final. Exactement, tout à fait. Qui vous a permis de décrocher le titre. Il y avait une contrainte, c'est le temps. C'est ce qui fait le charme de ce concours. Alors, il y a 2 choses, moi, qui m'intéressaient dans le challenge. La première, c'est effectivement le temps. J'ai 1 minute 30 pour faire un effet. C'est compliqué pour tous les artistes, encore plus en mentalisme, parce qu'on a besoin d'un temps d'accueil, de conditionnement. Et au plus on prend le temps, au plus on s'assure que l'effet fonctionne, ce qui est quand même utile dans un concours. Et la deuxième chose, c'est que dans WCOPA, donc le World Championships of Performing Arts, on est jugé par des professionnels du spectacle, mais sur un point de vue public, contrairement à d'autres concours où on est jugé par des magiciens pour des magiciens. Là, on est jugé sur une seule chose, c'est l'impact que ça a sur le public. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même mon métier. Je fais des spectacles, des événements d'entreprise pour divertir un public. Donc, c'était pour moi. Bon. Enfin, la participation était pour moi. C'est toute modestie. Nous, on savait que Kevin était un champion. Maintenant, les Américains et le monde entier sont également au courant. Si je te donne 1 minute 30 pour faire un tour à Eric et Andrea, ça te paraît jouable? Je tombe la veste. Allez, on va tomber la veste le temps d'un jingle. Toujours mieux en manche courte, ça évite quelques... Eh oui, parce qu'on se demande toujours s'il n'y a pas des choses dans les manches des magiciens. Exactement. Alors effectivement, c'est intéressant, je rebondis là-dessus. On pourrait toujours penser qu'un magicien ou mentaliste en télé, il pourrait profiter un petit peu des moyens techniques. Alors je ne cache pas que c'est vrai, on le fait beaucoup. Mais là, aujourd'hui, ça ne va pas être le cas puisque je suis venu avec le matériel le plus minimaliste possible. Vous m'avez vu arriver tout à l'heure en régie avec mon... Je ne citerai pas la marque du magasin, mais mon petit set de jeu. Je l'ai posé ici, je t'ai emprunté un gobelet à la chaîne. Super. Donc on a... Tout simplement, tout simplement un dé. C'est le gobelet de la chaîne, effectivement. Et un dé. Alors je vais en profiter, c'est un petit peu ma chronique de rentrée, c'est la première fois qu'on se voit cette année. Je vais refaire le point sur qu'est-ce que c'est que le mentalisme. Le mentalisme, c'est beaucoup de choses, dont la prédiction et dont la lecture de pensée. Mais je vais vous faire une confidence, bien entendu, les mentalistes ne lisent pas vraiment dans les pensées, ils ne prédisent pas forcément l'avenir, c'est faux, c'est un peu plus scientifique que ça. En réalité, quand on donne une prédiction, c'est qu'on a étudié le comportement et qu'on sait à peu près comment quelqu'un va réagir, c'est l'expérience qu'on va faire ensemble. Ou alors quand on lit dans les pensées, en général, on laisse quelqu'un faire un choix totalement libre et en fonction de quelques techniques, on arrive à savoir à quoi la personne pense. Alors le premier exemple, je vais le faire avec vous, c'est très simple. Vous allez choisir dans votre tête un chiffre, entre 1 et 6 forcément, sinon ça ne marche pas. Oui. Vous allez d'abord le choisir dans votre tête, c'est très important que vous le visualisez d'abord. Et ensuite, vous allez poser le dé, donc par exemple, si vous choisissez le 4, vous mettez le 4, vous mettez le gobelet ou la main dessus, ça n'a pas d'importance, mais vous cachez ça. Et ensuite, j'essaierai de vous faire une révélation là-dessus. Donc vous choisissez d'abord le chiffre dans votre tête, vous le mettez sur le dé et vous le cachez soit avec le gobelet, soit avec votre main, vous le mettez sur la table, je ferme les yeux, j'ai les yeux fermés, je ne regarde pas dans les retours. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ok. Alors généralement, je vous le dis, comportementalement parlant, le cerveau, quand tu lui demandes de faire un choix entre 1 et 6, il pense à la moitié. Donc il pense spontanément à 3. C'est le réflexe que tout le monde a.
Mais ça serait beaucoup trop facile de s'arrêter sur le 3. Donc en général, les gens choisissent soit un cran au-dessus, soit un cran en dessous. Et pour peu que je vous connaisse, je vous ai vu tout à l'heure dans les vidéos et j'ai un petit aperçu de votre carrière. Je pense que vous êtes une artiste, quelqu'un de très expressif, donc vous êtes plutôt allé vers le haut et donc vous avez choisi le chiffre 4. Est-ce que c'est exact? On peut le voir? Chiffre 4. Merci beaucoup. Alors, on va le refaire un petit peu de la même manière. Pour commencer, je vous laisse penser à un autre chiffre d'abord dans votre tête. Je ferme les yeux. Vous pensez dans votre tête. Vous le mettez sur le dé, vous mettez le gobelet ou la main dessus, ça n'a pas d'importance. Et une fois que c'est chose faite, vous l'avez? Ok. Alors, généralement, la deuxième fois que je fais cet exercice, les gens réfléchissent un peu différemment. Ils essaient de me coincer, c'est normal, ce serait quand même super marrant que je me coince. Donc, ils pensent aux extrêmes. Et on voit que c'est exactement le cas. Soit 1, soit 6. Et encore une fois, dans la même logique que tout à l'heure, vous êtes quelqu'un d'extraverti, vous êtes encore en train de me le prouver. Vous m'avez pris le chiffre 6. Est-ce qu'on peut le voir? Merci beaucoup. Ah, c'est géant. Alors, merci beaucoup. Merci. On va le faire maintenant un petit peu différemment avec vous. Vous, on va le faire un petit peu de la même manière, mais différemment. Je ne vais pas tenter de faire une étude comportementale, je vais étudier vos réactions. En fait, vous allez choisir au hasard le chiffre. Vous le choisissez comme je suis en train de le faire. Vous jetez un tout petit coup d'œil au nombre qu'il y a sur le dé et vous gardez la main dessus. Il faut que personne ne puisse le voir. D'accord? Donc faites-le le plus discrètement possible. Vous ne le montrez même pas à Andrea. Je vous laisse faire mélanger. Fixez le résultat du dé pendant quelques secondes. Fixez-le pendant 3 secondes. Imprégnez-vous bien. Regardez-le bien. Vous l'avez? Oui. Ok. Maintenant, vous cachez le dé. Attention, je vais me retourner, je vais vous regarder dans les yeux. Vous pensez au résultat. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas le 6, c'est pas le 1. Ça peut être 2, 3, 4. C'est pas le 2, 3, 4, 5. C'est pas le 4, 3, 5. Je crois que c'est le 5. Est-ce que c'est exact? Oui. Merci beaucoup. Le 5. On le fait une toute dernière fois. Je vous laisse mélanger le dé, mélanger-le bien. Il faut que j'assume mon nom américain. Ah ouais, là maintenant. Je vous laisse mélanger. Je ferme les yeux. Vous y jetez un coup d'œil. Fixez-le pendant 2-3 secondes. Fixez bien les points noirs qu'il y a sur le dé. Vous l'avez? Oui. Ok, super. Vous regardez fixement dans les yeux. Ça peut être un 1. Bon, je crois que ça allait beaucoup plus vite que prévu. Est-ce que c'est bien le chiffre 1? Je veux sortir d'ici, moi. C'est incroyable. C'est un. Merci beaucoup. Oh là là, non, bravo à vous. Merci beaucoup. Incroyable. Fantastique. Et en guise de souvenir, même si c'est pas grand-chose, je vous offre le dé en souvenir de cette expérience. Oh, tu peux leur offrir le verre aussi. Allez, c'était les Grenoble qui offrent. Avec grand plaisir. Offre le verre. En début de saison, les budgets sont encore bons. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Oh là là. Champion qui sera d'ailleurs en spectacle vendredi 12 octobre à 20h30 à Domaine dans l'agglomération grenobloise. Caritatif. Voilà, au profit de l'association Au nom d'Anna. Non, pas cette fois, exactement. J'ai joué effectivement au mois de février dernier. Là, je joue pour la Ligue contre le cancer. C'est vrai que quand je viens à Télé Grenoble, on parle que de mes spectacles caritatifs, parce que c'est important. On joue pour la Ligue contre le cancer. J'ai 2 compagnons de scène inattendus. Enfin, Michael Bièche, qui est un peu moins inattendu parce qu'on fait plein de choses ensemble, qui est humoriste, et Thierry Court, qui est un pâtissier grenoblois très célèbre. Il a remporté l'émission d'M6, le meilleur pâtissier pro. On sera tous les 3 sur scène. Alors, comment est-ce qu'on fait un spectacle avec un mentaliste, un humoriste et un pâtissier? Rendez-vous le 12 octobre, 100% de la cagnotte et pour la Ligue contre le cancer. Allez, nous on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Je serai entouré des chroniqueuses de Télé Grenoble. Merci à tous. Merci. Merci, bye bye. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.